Encore une fois, bonjour. Merci de choisir Métropole pour vous informer. Comme on l'a dit en titre, par devant le tribunal fédéral en Floride hier lundi, Guy Philippe, reconnu coupable de blanchiment d'argent et de trafic de drogue. Le sénateur élu de la Grand'Anse risque jusqu'à 20 ans de prison. Luc Lingaro, bonjour. Bonjour Mandel Théodore, bonjour Stanley Figaro, bonjour à toutes et à tous. L'information est confirmée par l'ambassade des États-Unis dans un communiqué qui affirme ou encore qui souligne que Guy Philippe a plaidé coupable, comme vous l'avez dit. 20 ans de prison, c'est la peine encourue par le sénateur élu Guy Philippe, dont la sentence sera prononcée le 5 juillet prochain. Guy Philippe admet, selon le communiqué, avoir utilisé son rang et son autorité pour sécuriser des cargaisons de drogue arrivant en Haïti en échange de paiement. L'ex-commissaire de police, dont les aveux sont consignés dans son entente avec la justice américaine, a reconnu avoir reçu entre juin 1999 et avril 2003 entre 1,5 et 3,5 millions de dollars de trafiquants de drogue, tout en sachant pertinemment que cela constituait le paiement de la vente de cocaïne à Miami, en Floride et ailleurs aux États-Unis. Guy Philippe, toujours selon ce communiqué, a aussi admis avoir partagé une portion de ces paiements avec des officiels de la PNH et d'autres membres du personnel de sécurité pour s'assurer de leur support dans la sécurisation d'autres cargaisons de drogue. Et le sénateur élu a reconnu avoir utilisé l'argent de la drogue pour acheter une maison à Broward, en Floride. L'ambassade américaine, dans ce communiqué, a donc indiqué que Guy Philippe a transféré 376 000 dollars provenant de la vente de cocaïne de Banque d'Haïti, d'Équateur, à son compte conjoint à Miami. Il a utilisé d'autres noms lors de ce transfert pour ne pas être découvert. Selon les avocats de Guy Philippe, le sénateur aurait pris la bonne décision pour résoudre son problème. C'est ce qu'a confié Alan Ross, les avocats de Guy Philippe, en sortant du tribunal. Et l'entente avec la justice américaine permet à Guy Philippe d'échapper à une condamnation à perpétuité, a souligné de son côté son autre avocat, Zelichka Bozanik. Alors, on va revenir après la pause sur ce dossier avec une réaction du sénateur Jacques Sauveur-Jean et autre personne à intervenir dans ce journal, toujours sur ce dossier. Friendly Denis Julien, qui est docteur en droit. Il aura donc à intervenir tout de suite après la pause dans ce journal. À l'étranger, sans tarder, au Chili, un séisme de 6,9 a secoué le centre de ce pays. Oui, effectivement, un séisme de magnitude 6,9 a frappé le centre du Chili. C'est ce qu'a annoncé l'Institut américain d'études géologiques, qui a situé l'épicentre à 38 km à l'ouest de la cité côtière de Valparaiso. Alors, l'Institut avait indiqué dans un premier temps que la magnitude du tremblement de terre était de 7,1. La forte secousse a été ressentie peu après 18h30, selon l'organisme. Les habitants des immeubles élevés de Santiago l'ont senti avec plus d'intensité, alors que les bâtiments ont beaucoup vibré, provoquant des réactions de panique. Selon l'organisme national des urgences, ONEMI, il n'a pas été constaté de dégâts sur les personnes, les services basiques ou les infrastructures après ce séisme. Il faut dire que le service d'hydrographie et d'océanographie de la marine chilienne, SHOA, a lui précisé que les caractéristiques du tremblement de terre ne réunissent pas les conditions nécessaires pour générer un tsunami sur les côtes du Chili. Toutefois, dans un premier temps, les autorités avaient demandé aux habitants du centre du pays de s'éloigner des côtes, une recommandation annulée peu après. Il faut dire que le Chili, l'un des pays du globe les plus frappés par les séismes, a mis en place des normes strictes de construction antisismique pour éviter les effondrements d'immeubles et limiter les pertes en vies humaines. Exactement, 7h03 à Métropole. 7h06 à Métropole, de retour aux infos pour revenir justement sur le dossier de Guy Philippe. Une réaction d'un parlementaire haïtien, d'un sénateur de la République, Jacques Sauveur-Jean. Tout à fait, Jacques Sauveur-Jean, qui, on se le rappelle, s'était abstenu lors du vote de la résolution. Sénateur, bonjour. Bonjour Wendell, bonjour à toute l'équipe et aux auditeurs de Métropole et encore plus spécialement aux fans de Jacques Sauveur-Jean qui occupent toujours la première place dans ma vie. Jacques Sauveur-Jean, c'est un sénateur Jean Dédili qui t'a fait abstention. Le Sénat a voté résolution et sous dossier Guy Philippe là. Jeudi à Guy Philippe font revirement, lui plaidé coupable.
Comment ou même, d'abord, comme sénateur, ou accueillir nouvelle ça? Bon, recevoir nouvelle là, quand tout le monde, en premier temps sur les réseaux sociaux, mais moi toujours été debout face à l'analyse moi, et qui était toujours fait que au Parlement, on a trois voix. Il y en a qui c'est oui, l'autre là qui c'est non, et il y en a qui c'est abstention. Et dans le cas, pas non, une fois qu'on n'a pas assez d'éléments pour convaincre pour dire que oui, que vous pouvez le dire c'est vrai, et ou capable de faire abstention, ou pas surtout de ça qui est assez convaincant pour faire dire non, en tout cas faire abstention. Donc de nature, on était toujours un aigle qui était quoi que là pour me prononcer sur quel que soit le dossier, il faut que je bien appréhender avant que me proposition, puisque je viens prisonnier de décision là une fois pris. Est-ce que ça veut dire que reste collègue qui t'a voté pour, qui t'a pris le dossier à bras le corps, il était allé trop vite en besoin? Il y a une attitude des fois innocente qu'on peut joindre la caromone le avant. Tu vois, ce côté émotionnel de la crise de l'affaire Guy fait que Gombaneg qui, tu vois, donc quand on se rappelle de l'histoire de Jean-Jacques Dessalines, de toutes ses ouvertures, etc., on a tendance à associer des événements de nos jours, ou du moins ce qui semblait raison par comparaison, certes, mais ce côté émotionnel qu'on menait et en décision très innocent dans ce cas. Mais moi-même, quoique un homme d'État doit gagner un comportement d'État, puisque l'État c'est dans la forme et dans le fond, il faut rejeter ce côté émotionnel pour prendre des décisions d'État en tant qu'homme d'État. Donc c'est la raison pour laquelle je me parcouris et condamné un confrère qui pensait différemment, mais ma position moi-même, je garde ma position initiale. Jodi à Jakito, Guy Philippe plaide coupable, ça Guy voulait dire, Jean sénateur était pensé et il pas vrai. Qui comportement pensé, c'est la République là, à lui-même quoi appartenu, t'as supposé adopter, et par rapport à mouvement ça, Guy Philippe fait. Et c'est fort, Wendell, puisque au Parlement, mais qui ça fonctionné? C'est un espace de débat. Et qu'au Parlement, il faut croire que chaque sénateur pesait même nombre de kilos. Ça veut dire que ça qui parle différent, c'est marchandise. Au cas où un kilo de coton, un kilo de plomb, un kilo d'acier, un kilo de diamant, même tout le monde besoin un kilo. Mais ça qui fait débat, les débats, c'est parce que il doit faire à un fin. Et à ce fin-là, il parle maintenant vers un vote. Et vote ça lui-même par le bail, ils ont une certaine légitimité à décision. Donc, j'aime toujours dire ça dans le Parlement, la loi du nombre, qu'a fait qu'au fort, mais la raison du plus fort est toujours la meilleure, mais le plus fort n'a pas souvent raison. Parce qu'au fond, il faut faire des choses avec un sens de raisonnement, côté que c'est pas raison par là pour gagner, c'est pas raison par là pour gagner, mais comprimer la raison. Donc, moi-même, j'ai toujours été quoi que ce soit un espace très fragile pour mon performer, mais puisque son espace côté que l'intelligence est de mise, donc on a aucune option, ou bien tourner sur résolution, demander excuses, Jean sénateur Beauplan Mandela, qui t'a meilleur comportement en Sénat. Sénateur Beauplan, tout a bien pour le faire, en plus d'excuses, à mon humble avis, puisque personne n'est pas fait. Mais le grand corps, et ordinairement, nous espérons que dans la conférence des présidents, nous cachons ensemble pour nous pris position que nous pas l'adopter, parce que nous n'avons pas envie de prononcer au nom du grand corps. Je ne suis pas le président, je ne suis pas membre du bureau, mais je suis un simple sénateur. Mais cependant, il faut croire que moi-même, Américain toujours dit, l'on fait erreur ou dissort. Mais l'autre fait erreur ou dissort, c'est pas volontaire ou pas forcément monde pour dissort, c'est utile que pas faire erreur. Mais moi-même, je comprends que grand corps lance son bateau qui sous la mer et que même s'il y a un mauvais vent, en tant que passager, je dois avoir une attitude qui est cohérente face à collègue même. Donc, j'espère que dans la réflexion, nous connaissons exactement ça qui va sortir. Mais, une fois que nous sommes placés dans le vote qui est la majorité à droit à statuer sur une situation, et c'est ensemble encore que nous parlons probablement qu'à corriger. Et donc, aux Américains, est-ce que vous-même, Jacques Sauveur, n'a pas pour dire sorry? Ah oui, moi-même, c'est le seul là que nous faisons musique, nous pas faire musique, toi, non, nous chantons musique qui est les tifillettes, nous campons devant toute société, me dit c'est une mauvaise plaisanterie, je m'excuse.
Voilà. Bon, eh bien merci Jacques Sauverjean pour explication ça, en fait pour réaction ça, quoi accepter fait jeudi dans micro. Donc, je vous souhaite une bonne journée, Jacques Sauverjean. À vous aussi. Voilà. Jacques Sauverjean, sénateur de la République. On a annoncé une réaction de Frandelin Denis Julien, qui est docteur en droit. Frandelin Denis Julien qui a rédigé beaucoup sur ce dossier et donne même l'impression d'une certaine maîtrise de ce dossier. Je vais parler de l'affaire Guy Philippe. En direct des États-Unis d'Amérique, on a réussi à le rejoindre. Il est avec nous. Frandelin Denis, bienvenue sur Métropole. Bonjour. Bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs de Métropole. C'est un très grand plaisir. En fait, on vient de le dire, vous donnez l'impression de maîtriser ce dossier, le dossier de Guy Philippe, après avoir survolé quelques articles que vous avez rédigés. Et est-ce vrai, vous êtes imbu de la question? Et vous avez dit une certaine maîtrise. Si j'étais pas modeste, je dirais une maîtrise certaine. Non, je rigole. Ce qui se passe, c'est que, en tant qu'haïtien, et c'est un dossier que je suis de très près, et le truc, c'est que ce dossier est à cheval entre plusieurs domaines du droit et auxquels je suis intéressé. C'est non seulement le droit pénal américain, c'est aussi le droit international, parce qu'il y a des interactions entre le système haïtien et le système américain, et ce sont deux domaines d'intérêt pour moi. C'est pourquoi j'ai beaucoup étudié ce cas, j'ai beaucoup intervenu dans le journal Le National à travers les articles sur le dossier. Donc je suis ce dossier de très près. Alors, Guy Philippe n'a pas plaidé coupable de trafic de drogue, il a plaidé coupable de blanchiment d'avoirs provenant du trafic illicite de stupéfiants. Est-ce que ça pèse lourd? Est-ce que ça fait une grande différence dans ce qui pourrait être la sentence? Alors, c'est un truc technique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des négociations entre Guy Philippe et le gouvernement américain, et ces négociations ont conduit à un changement de plaidoyer. Il a initialement plaidé non coupable, et à partir des négociations, il a accepté de plaider coupable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Du fait qu'il a décidé de changer son plaidoyer, le gouvernement a accepté d'être clément. Mais il faut comprendre que le procureur, il ne revient pas au procureur de décider de la sentence. Donc, pour que le procureur facilite le job du juge, le procureur a décidé d'abandonner certains chefs d'accusation. Et c'est pourquoi il a seulement plaidé coupable de blanchiment d'argent. Mais ça ne veut pas dire que si on avait eu un procès, il n'aurait pas été condamné sur la base des autres chefs d'accusation. Et dans le document qu'il a signé avec le gouvernement américain, il a reconnu autant. Il a dit que je suis d'accord, je reconnais que si on avait eu un procès, j'aurais été condamné sur tous les chefs d'accusation. Donc maintenant, le procureur a décidé d'abandonner les chefs d'accusation pour permettre d'accepter la sentence que le procureur et les avocats de Guy Philippe ont proposé au tribunal pour rendre la tâche plus facile au juge, parce que le procureur et la défense vont demander au juge de le condamner à 9 ans de prison. Mais il a aussi signé un document dans lequel il reconnaît que ce sera seulement une proposition, parce que le juge peut décider de le condamner jusqu'à 20 ans de prison, qui est la peine maximale pour le blanchiment d'argent. Donc aucune garantie, malgré l'entente trouvée avec le procureur. Donc c'est le juge définitivement qui aura le dernier mot. L'entente qu'il a signée a mentionné plusieurs fois qu'il n'y a aucune garantie. Et qu'il reconnaît aussi qu'il ne peut pas faire retrait de son changement de plaidoyer si le juge décide d'aller au-delà des 9 ans. Il a reconnu ça. Il n'y a aucune garantie.
Que peut faire vous avez une question, Wendell? Alors, j'allais demander que peuvent faire les avocats de Guy Philippe pour au moins se donner une garantie de ces 9 ans promis par le procureur. Bon, maintenant, on est dans la période qu'on appelle la période pré-sentence. Et il y a une investigation, et c'est normal dans le système, il y a une investigation qui se fait, que le tribunal va conduire au cours de cette période. Ils vont faire plusieurs choses. La première chose, ils vont continuer à parler au procureur. La seconde chose qu'ils vont faire, ils vont demander à tous ceux qui veulent supporter Guy Philippe d'envoyer des lettres de support au tribunal, parce que avant de prononcer la sentence, le juge va avoir un rapport devant lui, et ce rapport va avoir des trucs positifs et des trucs négatifs. Et dans des cas pareils, des fois, les avocats, les juges reçoivent des dizaines, des douzaines de lettres de support de gens qui disent que c'est un type qui a aidé la communauté, il était très actif dans mon église, c'est lui qui avait payé ma scolarité, etc. Et ces lettres, ce genre de lettres de support, jouent en faveur de l'accusé. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui peuvent encore jouer en faveur de Guy Philippe? Par exemple, l'aspect coopération avec la justice américaine ou encore le gouvernement américain. Permettez que je vous rappelle, Franklin Denis Julien, que depuis hier, les yeux sont rivés sur la Floride. De nombreuses personnalités attendent de savoir ce que Guy Philippe va dire après avoir accepté de passer aux aveux ou encore de se déclarer coupable. Qu'est-ce qui va se passer en clair? Bon, et dans le document qu'il a signé, il a promis au gouvernement américain de décrire en détail tout ce qui s'est passé dans le cadre du chef d'accusation de blanchiment d'argent. Il a aussi dit que il avait été aidé par d'autres policiers dans ses activités de trafic et de support au trafic de drogue. Donc ça fait deux choses. La première chose, c'est qu'il a dit, j'avais été aidé par d'autres policiers. Et la seconde chose, il a dit, je reconnais que si je ne collabore pas complètement avec les autorités américaines, ils peuvent renoncer ils peuvent faire retrait de la proposition qu'ils m'ont faite. Parce que il faut comprendre que les deux chefs d'accusation que le gouvernement a décidé d'abandonner sont abandonnés momentanément. Si le gouvernement n'est pas satisfait de sa collaboration, s'ils estiment que Guy Philippe n'a pas tenu son mot, le gouvernement peut faire retrait de sa proposition et revenir avec les deux autres chefs d'accusation. Donc, à ce moment-là, je pense que de maintenant jusqu'au prononcement de la sentence, il est tenu de collaborer avec les autorités américaines, et le moins qu'il a promis, c'est de décrire en détail les activités autour de ce qui s'est passé dans le cadre de ces activités de protection de trafic. Est-ce que nous sommes en droit de croire qu'il y aura de nombreux rebondissements dans le cadre de cette affaire à l'avenir? Je le pense, et je pense qu'il est dans une position très difficile. Au départ, il avait été très confiant, et son avocat, Alan Ross lui-même, a dit qu'il est très heureux de cet accord qu'ils ont signé avec le gouvernement, vu les preuves que le gouvernement a pu produire. Donc le gouvernement est en position de force aujourd'hui, et Guy Philippe, dans les documents qu'il a signés, ce qui a transpiré de ces documents, c'est qu'il a reconnu que le gouvernement dispose de beaucoup de preuves, et il a promis sa collaboration au gouvernement.
si, en fait, normalement, à votre avis, Franklin Denis, Julien, quel devrait être le comportement des anciens collaborateurs de Guy Philippe? Doivent-ils se rendre aux autorités ou bien attendre qu'on vienne les chercher? Bon, moi, je ne suis pas leur conseiller. Je leur dirais de parler à leur conseiller. Maintenant, voyons les institutions haïtiennes. Est-ce qu'elles ne sont pas soumises à de rudes épreuves? Je veux parler du Sénat de la République et du Conseil électoral provisoire. Oui, je pense qu'il y a un certain avilissement des institutions nationales. Et ça commence avec la délivrance du certificat de bonne vie et mœurs. Ensuite, l'acceptation de ces documents par le Conseil électoral provisoire. Et ensuite, il y a le Sénat aussi qui s'est finalement ridiculisé. Pour plusieurs raisons, même si Guy Philippe n'avait pas plaidé coupable, je pense qu'il y a eu des problèmes majeurs avec la résolution du Sénat, parce que bien qu'il y ait 3 branches du gouvernement, le gouvernement doit s'exprimer en une voix. Or, le gouvernement haïtien a décidé de remettre le sénateur élu Guy Philippe aux autorités américaines, bien que ce fût une décision exécutive haïtien, mais c'était une décision du gouvernement haïtien. C'est-à-dire que c'est une décision qui a aussi engagé les autres branches du gouvernement. Donc, je pense que le Sénat, si vous vous mettez dans la peau des Américains, mettez-vous à la position des Américains, où vous avez quelqu'un qui vous a été remis par un gouvernement étranger, et maintenant vous avez une autre branche de ce gouvernement qui émet une résolution contradictoire. Je pense que déjà à ce moment-là, on s'était ridiculisé. Le gouvernement doit s'exprimer en une voix. Je peux vous donner un exemple. Et dans le système américain, on vous dit que le président, c'est lui qui dirige la politique étrangère. Maintenant, la Constitution américaine vous dit que c'est au Congrès américain qu'il revient de déclarer la guerre. Or, la guerre, généralement, c'est un acte de politique étrangère. Mais pour respecter, pour ne pas ridiculiser les États-Unis, on permet au président de déplacer les troupes. Il peut commencer la guerre et il a 30 jours pour obtenir l'autorisation du Sénat et du Congrès. Donc, et je pense que ça permet aux États-Unis de ne pas faire ce que nous avons fait en Haïti, parce que le gouvernement doit s'exprimer en une voix, bien qu'il ait 3 branches différentes. Très bien. Maintenant, et qu'est-ce qui risque d'arriver au bien de Guy Philippe? Seront-ils saisis par les autorités haïtiennes ou par les autorités américaines? Dans le cadre de l'accord qu'il a signé, il a décidé de renoncer à ses biens jusqu'à concurrence de 1,5 million de dollars. Parce que l'accord vous dit aussi que il reconnaît avoir gagné entre 1,5 et 3,5 millions de dollars. Et l'accord reconnaît, à travers l'accord, il a accepté de perdre des biens jusqu'à concurrence de 1,5 million de dollars. Et la prochaine étape? Bon, la prochaine étape maintenant on en est à l'investigation pré-sentence. Et l'accord précise aussi que si au cours de cette investigation, le gouvernement américain se rend compte que Guy Philippe n'a pas donné toute la vérité, et par exemple, si au lieu de 3,5 millions, il a gagné beaucoup plus dans le cadre de sa protection du trafic de la drogue, le gouvernement peut revenir sur l'accord et rétablir les deux autres chefs d'accusation. Donc la prochaine étape, c'est l'investigation pré-sentence. Ensuite, on va se rendre et il va recevoir sa sentence. Maintenant, on peut se trouver dans une situation où il y a 2 sentences. Je vais vous dire comment. Le 5 juillet ou 7 juillet, je ne me rappelle pas tellement, 5. il va recevoir sa sentence initiale. Maintenant, après cette sentence initiale, s'il collabore avec le gouvernement et le gouvernement est très satisfait
de sa collaboration, le gouvernement va introduire, les avocats du gouvernement vont introduire auprès du tribunal ce qu'on appelle un Rule 35 motion, qui est une motion en commutation de peine. Et au lieu de ces gouvernements, c'est le gouvernement, le procureur, au lieu des avocats de Guy Philippe, c'est au procureur qu'il reviendra d'introduire cette motion cette requête en commutation de peine pour réduire la sentence initiale. Frandley Denis, la collaboration avec le gouvernement des États-Unis veut dire quoi? Bon, la collaboration avec le gouvernement des États-Unis, dans un cas pareil, veut dire il doit se mesurer à l'aune des besoins du gouvernement américain. Donc, vous décidez de donner aux Américains ce qu'ils vous demandent. Et c'est pourquoi on ne peut pas mesurer l'ampleur d'ici. D'ici, on ne peut pas mesurer l'ampleur de cette collaboration parce que la collaboration va dépendre de ce dont les Américains ont besoin. Donc, la pratique, c'est donner des noms. Donc, il y a possibilité que Guy Philippe donne des noms aux Américains? Oh, absolument, absolument. Voilà. Merci infiniment, Frandley Denis Julien. Comme je l'ai dit tantôt, vous rédigez beaucoup sur ce dossier, ceci depuis quelque temps, ce qui laisse croire que vous auriez une certaine maîtrise de cette affaire. Merci, bonne journée. Monsieur Wendell, c'est un plaisir, Wendell. Passez une bonne journée. Ok, bonne journée. 7h35, intempérie. Le gouvernement se prépare à apporter une réponse. Des discussions sont en cours avec différents partenaires en vue de bien coordonner les interventions. Lors d'un point de presse hier lundi, le directeur général du ministère de l'Intérieur s'est voulu rassurant. Fidel Monchéry a indiqué que des kits alimentaires sont déjà acheminés dans le sud afin d'assister les victimes. Éloge Milfort. Suite aux intempéries qui frappent le département du Sud depuis plusieurs jours, la situation est alarmante et le directeur général du ministère de l'Intérieur le reconnaît. Nous avons une situation très délicate sur le département Sud. 6 mois après le passage de l'ouragan Mafio, qui a laissé d'énormes dégâts dans le Sud et la Grande-Anse, depuis samedi, la ville des Cayes est à nouveau sous les eaux. Loin d'être l'effet d'un cyclone, les perturbations qui touchent le pays ces derniers jours sont dues à un creux de surface, selon le météorologue Rudy Victor. On a un cours en altitude, dans le cadre est, sud-est, il favorise des activités de pluie. Et comme nous avons monté vers le nord sous l'influence de ce creux, on a eu beaucoup d'humidité à remonter vers le nord, avec la chaleur diurne, boum, voilà ce qui est arrivé. Des morts enregistrés, des maisons inondées, des plantations submergées. En moins de 3 jours, le bilan partiel des averses est déjà dramatique. De son côté, le gouvernement veut agir vite. Très tôt, dans la matinée de ce lundi, une délégation conduite par le Premier ministre Diagui Lafontan s'est rendue dans la zone touchée pour évaluer les dégâts, explique le directeur général du ministère de l'Intérieur, Fidel Monchéry. Le ministre de l'Intérieur, Affaires sociales et Environnement. Ils rejoignent dans le département le délégué départemental là et les représentants de la protection civile pour approfondir les dégâts qui arrivaient dans le département. Des actions suivront ces évaluations. Le directeur général du ministère de l'Intérieur s'est voulu rassurant. À en croire Fidel Monchéry, des mesures d'accompagnement sont déjà prises. Nous rencontrons nos partenaires au niveau international. Nous avons l'autre rencontre qu'on a fait là après-midi et demain matin. Nous attendons le retour de la délégation officielle qui est en tête le Premier ministre et à partir de là, nous allons amplifier l'action nous souterraine. Et nous avons dit encore que nous voyons des kits importants face à besoin nous qui étaient gagnés dans le premier élément de bilan. D'ici les prochaines 36 heures, le météorologue Rudy Victor prévoit une amélioration des conditions atmosphériques. Par ailleurs, le Centre national de météorologie appelle la population des zones à risque à rester vigilante et à appliquer les consignes de sécurité habituelles en cas d'inondation et de glissement de terrain. Merci, Éloge Milfort. Et puis, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontan dit avoir appris avec la plus grande tristesse la mort d'un adolescent à la suite d'un accident à Caen, près des Cayes, qui a également fait un blessé. Et juste avant d'en parler, puis nous avons aussi notre correspondant qui est en ligne avec nous. Stanley, il y a un petit souci sur la route de la Boule? Oui, effectivement, un câble à haute tension est tombé sur un véhicule, le véhicule pratiquement incendié. Il faut dire que ça crée un embouteillage monstre du côté de
la boule. Donc on lance cet SOS à la police pour que le nécessaire soit fait rapidement. Alors je disais tantôt que le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine dit avoir appris avec la plus grande tristesse la mort d'un adolescent à la suite d'un accident à Kans près des Cayes qui a également fait un blessé. Cet accident est survenu au passage du cortège de la délégation présidée par le chef du gouvernement en déplacement dans la région du Sud où plusieurs communes ont subi des inondations suite aux dernières pluies. Le Premier ministre affirme déplorer cet accident et adresse ses sincères condoléances à la famille de la victime et à celle du blessé. Il en profite pour les assurer de la pleine solidarité et de l'accompagnement actif du gouvernement dans ces moments douloureux. Et le Premier ministre également, a rencontré la presse hier après-midi, Leclerc. On va dire qu'il a fait des déclarations parce qu'il n'a pas vraiment donné une conférence de presse, mais il s'est adressé à la presse au niveau de Port-Salut, sous l'assistance des journalistes. C'est notre correspondant, Wisdel Augustin, qui est avec nous en ligne. Wisdel Augustin, bonjour. Bonjour. Alors, c'est n'importe salut pour le ministre débat nous et quelques déclarations, et selon ça, nous apprenons et gagner promesse qui t'a faite. Oui, c'est n'importe ça, je suis dit là que le ministre, il fait tout, mettait fait dans toute montée des sanitaires fait, dans toute visite qu'il a fait. Et faut dire que le Premier ministre, dans la déclaration, il fait, il était pour mettre là, dans quelques jours, dans quelques heures, il y a un bagage qui va le faire, il y a un passerelle qui va le mettre n'importe ça, face à ce que peut capable faciliter la circulation. Le Premier ministre, tout, ensemble avec le ministre, pour mettre là, il y a environ 500 kits qui a privé dans le département sud-là, face à ce que peut commencer à distribuer de la victime. Et puis, le Premier ministre, tout, il faut mettre là, il va parler, il va chuter dans le conseil de gouvernement, pour avoir une mesure rapide, parce que il estime que le département sud-là vient tourner immédiatement à risque, parce que c'est ainsi qu'on est là, il faut qu'on arrive. Même genre, avec le ministre c'est Albert, après le ministre de collectivité territoriale, là, le ministre intérieur, qui lui-même tout est pour mettre là, pour faire une série de mesures, on fasse à ce que pour les saisons cycloniques là arriver, pour éviter mon dans le sud, même les victimes, contre genre aux victimes là, par rapport avec 4 jours la pluie qui se tombe bien. Le sud ballon chantier, c'est ça nous lit on note que nous gagnons. Ça veut dire qui ça, sud ballon chantier? Qui gros projet pour lancer selon ça pour le ministre dit? Puis gros bagage pour le ministre là c'est question c'est accès routier qui côté on connaît que communication même yo bloqué par rapport à la pluie tomber, chaque pluie tomber donc il y a problème route ou pas qu'à l'on commune en l'autre, c'est ça parce que le ministre a annoncé tout il y a environ 15 camions qui bloqués là dans le parc CNE dans zone Campérin et elle dit que quand ça campé seulement peut-être batterie ou bien peut-être caoutchouc, il faut mettre des actions que voilà face à ce que le 40 camions ça opérationnel pour capable utiliser dans le département sud là pour capable les gains danger qui arrivent comme ça mais les gains catastrophe comme ça qui arrivent pour c'est pas Port-au-Prince qui gagne eux même venir mais c'est le sud à même avec tête pâle capable commencer faire quelques bagages avant que eux même sortir dans l'ouest pour capable faire quelques démarches. Dis-nous rapidement, Wisdel Augustin, Villocaille, réveillé, je dis. Pour matin là, Villocaille levé au soleil timidement, comme du soleil là, timidement, envie lever, mais ça va sous par exemple pour que ville là, son côté que il y a de l'eau quand même, parce qu'après, parce que toute zone toujours, quelques zones toujours gain de l'eau, il y a côté où après là, bon, il y a la boue. Donc, ville là, levé timidement là, au soleil. Dans l'école, pourquoi ouvrir? Il y a l'école qui a fonctionné, il y a l'école qui va fonctionner là, parce qu'il est presque 8 heures, mais nous, il y a 6 personnes qui sont dans la rue qui ont monté des descendre. Wisdel Augustin, merci pour ces informations. À l'étranger, avec Stanley, Corée du Nord, Washington poste un sous-marin dans les eaux sud-coréennes. Oui, effectivement, opération intimidation, Washington semble bien décidé à montrer ses muscles. Ce mardi 25 avril, un sous-marin à propulsion nucléaire américain a fait escale dans un port sud-coréen. Une action menée par les Américains qui redoutent de voir la Corée du Nord marquer le 85e anniversaire de la création de l'armée populaire de Corée par une nouvelle démonstration de force, voire par un 6e essai nucléaire. L'escale du USS Michigan, annoncée par l'armée américaine basée en Corée du Sud, a coïncidé avec une réunion prévue à Tokyo d'experts nucléaires américains, japonais et sud-coréens consacrée à la manière de faire face au refus de Pyongyang d'abandonner son programme nucléaire. L'USS Michigan est conçu pour transporter des missiles balistiques et des missiles de croisière Tomahawk. Mais il faut dire qu'à la mi-journée, on apprend
par le biais de la presse sud-coréenne que la Corée du Nord a célébré le 85e anniversaire de la création de son armée par son plus grand exercice de tir conventionnel dans la ville portuaire de Wonsan, dans l'est du pays. Aucun développement inhabituel n'a été détecté, a déclaré le ministère de la Défense sud-coréen, alors qu'un 6e essai nucléaire ou un tir de missile à l'occasion de cet anniversaire était craint. Stanley, lancement officiel hier lundi de la 7e édition du sommet international sur la finance organisé par le groupe Croissance et Partenaires. La municipalité a été le sujet central abordé lors de cette première journée. Une centaine de maires de différentes communes ont pris part aux discussions. Cette initiative vise à sensibiliser les autorités locales sur l'importance d'une bonne gouvernance ainsi qu'à la nécessité de renforcer leur capacité pour collecter plus de recettes afin de répondre aux obligations de leurs communes respectives. Alors que le président de la Fédération nationale des maires, Jude-Édouard Pierre, plaide pour une meilleure répartition des ressources par l'État central, Kessner Farrell, l'économiste, met l'accent sur la mise en œuvre d'actions découlant d'une vision globale. Le ministère de la Défense a déjà élaboré un plan de recrutement des 500 hommes de troupes en vue de la remobilisation de l'armée, mais le processus n'a pas encore débuté. Précision donc du ministre de la Défense, Hervé Denis, joué au téléphone par Radio Métropole hier lundi. Ce dernier se dit au courant des mesures prises par la République dominicaine en vue du renforcement de la frontière suite à l'annonce du départ imminent de la MINUSTAH. Avec le retour des forces armées, Haïti envisage également de sécuriser l'espace frontalier pour lutter contre le trafic illicite et la contrebande, entre autres. Notons que Hervé Denis, le ministre de la Défense, sera avec nous à la rubrique Le Point de Métropole ce matin. Autre nouvelle, la création de 3 nouvelles circonscriptions pour représenter les Haïtiens de l'étranger est à l'étude, a annoncé le président Jovenel Moïse lors du lancement de la journée de la diaspora, mercredi dernier. L'Amérique du Nord, l'Europe et la zone Caraïbe et l'Amérique latine seraient concernées. Ces circonscriptions permettront à la diaspora de disposer de 3 députés et d'un sénateur au Parlement haïtien, promet la présidence selon une note en date du 20 avril. Cette proposition fera l'objet d'un débat lors des États généraux sectoriels de la nation afin que les Haïtiens de la diaspora ne se sentent plus exclus, peut-on lire dans cette note. Le directeur par intérim du service américain de l'immigration et de la citoyenneté, James McCammon, a recommandé la semaine dernière de mettre fin au tour TPS en janvier 2018. Un programme dont bénéficient près de 60 000 Haïtiens autorisés à rester aux États-Unis. McCammon souligne que les conditions en Haïti se sont suffisamment améliorées pour mettre fin au Temporary Protected Status, TPS, accordé aux Haïtiens. Il propose toutefois une extension jusqu'en janvier 2018 pour permettre une période de transition ordonnée et estime que ce programme ne devrait pas être prolongé au-delà. La décision finale relève du secrétaire du département américain de la sécurité intérieure, John Kelly, qui n'a pas encore pris de décision sur ce sujet. Le secrétaire général du gouvernement mexicain, Francisco Hueda Gomez, a annoncé que 1100 citoyens sur 2400 Haïtiens bloqués en Basse-Californie ont déjà reçu des permis légalisant leur situation migratoire sur le territoire mexicain. Il a expliqué que sur 1100 Haïtiens vivant à Tijuana et Mexicali ayant fait une demande de régularisation, 500 ont reçu un permis de séjour légal au Mexique et 600 un permis de travail temporaire. Le secrétaire général a par ailleurs déclaré que 60% des migrants continuent de vivre dans des abris gérés par des associations civiles. L'ambassade d'Haïti en République dominicaine délivrera à partir de ce vendredi 28 avril 2017 7000 extraits d'archives, 1900 cartes d'identification nationale et 10 000 passeports qui ont été livrés à l'ambassade d'Haïti à Santo Domingo le 30 mars dernier. Des documents qui permettront à une partie des inscrits au programme d'identification et de documentation des immigrants haïtiens, PEI-DIH, dont certains attendent depuis plus de 2 ans ces documents, de poursuivre leur processus de régulation migratoire en République dominicaine dans les 3 mois qui leur restent avant l'échéance. Selon les Haïtiens résidant à Santo Domingo pourront retirer les documents à l'ambassade. Ceux qui résident en dehors de la capitale dominicaine devront s'adresser au bureau où ils ont été traités lors de leur inscription au PIDI. L'ensemble du personnel du Centre national des équipements CNE a été mis en disponibilité sans solde. Une décision qui a été prise par la commission de restructuration et de renforcement du CNE dans le but de régulariser le fonctionnement de cette institution publique. Hier lundi, l'accès a été refusé à plusieurs employés alors que d'autres étaient autorisés à pénétrer l'espace pour y travailler.